Bonjour à tous et bienvenue dans ce Silver Talks by Elior Service. Notre thème aujourd'hui, c'est les EHPAD et l'écosystème de la Silver Economy. Quelle réponse face à une situation inédite? J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui 5 intervenants, certains présents sur ce plateau, d'autres à distance, comme vous le savez, c'est la mode bien entendu. Et aujourd'hui, en premier, d'abord, Florence Alarnès-Momé, vous êtes déléguée générale du CINERPA. Bonjour. Bonjour. À distance, nous avons Annie Devivy. Vous êtes gérontologue, fondatrice d'âgevillage.com et directrice des formations Humanitude. Auteur de Mon parent à vieillir debout chez Chronique Sociale. Bonjour. Bonjour. Sur le plateau maintenant, je vais et je viens entre le distance et le physique, c'est la mode de nos jours. Daniel Ada. Daniel Ada, vous êtes directeur du développement chez Elior Service. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. À distance, toujours dans ce ping-pong, François Bazouge, bonjour. Vous êtes directeur d'établissement de l'EHPAD La Maison Nationale des Artistes à Nogent-sur-Marne en Ile-de-France. Bonjour aussi. Bonjour. Et à nouveau sur le plateau, Florian Briquet, bonjour. Bonjour. Et vous êtes directeur de la fidélisation chez Elior Service. C'est ça. Et donc avec ce parterre d'experts et d'acteurs de la Silver Economy, nous allons aujourd'hui travailler autour de cette thématique de quelle réponse face à une situation inédite sur 2 parties. La première partie, ce sera toute une partie de retour d'expérience sur la crise pour décrypter et témoigner de ce qui s'est passé et des actions qui ont eu lieu et mises en place par les différents acteurs. Et dans une deuxième partie, on essaiera de se projeter sur les enjeux. Donc quels enjeux cela génère aujourd'hui et quels enjeux pour demain, pour les acteurs de la Silver Economy et pour les directeurs d'EHPAD particulièrement. Alors, à distance, vous n'êtes pas passif, vous avez le droit aussi de jouer un rôle avec nous, donc nous ne sommes pas 5 plus 1, mais nous sommes nombreux à contribuer aujourd'hui, on est bien dans un mode collaboratif. Vous avez pour cela une petite fenêtre de chat dans laquelle vous pouvez poser vos questions. Et vous pouvez également poser vos témoignages, notamment sur cette première partie qui est dédiée au témoignage de la situation. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez mis en place. À la fin de la première partie, on prendra en compte toutes vos questions et on essaiera d'utiliser vos témoignages pour enrichir le débat. Donc voici pour l'introduction. Alors maintenant, vous connaissez peut-être pas les Silver Talks, et donc ma première question c'est pour vous, Daniel Ada. Mais alors, c'est quoi ce concept de Silver Talks et pourquoi Elior Service a mis ça en place? Alors, je vais faire un bref retour en arrière. Il y a 1 an, presque jour pour jour, nous lancions au congrès CINERPA de Marseille notre livre blanc sur ce secteur des EHPAD. Et donc, on a voulu surfer sur ce lancement et sur le succès de cet ouvrage pour lancer des échanges avec nos prospects, nos clients surtout, et surtout lancer ce qu'on appelle la co-construction. Nous voulions mettre en avant les tendances de demain, les tendances nécessaires à l'accompagnement de ces établissements dans leur évolution et surtout dans leur développement. Donc un échange de la communauté pour essayer de construire l'avenir en fait. Tout à fait. Et nous avons voulu aller plus loin que ce livre blanc et nous avons créé, il y a maintenant quelques semaines au sein d'Elior, un club client qu'on a nommé Proximity le club, qui va nous permettre, en réunissant des professionnels du secteur, que ce soit en interne ou en externe au niveau d'Elior Service, avec des professionnels du secteur des EHPAD, avec des clients et des partenaires, pour pouvoir co-construire les services de demain, les services qui seront nécessaires au bon développement de ces établissements. Et pour animer et pour faire vivre ce club, nous avons aussi voulu échanger en live avec ces interlocuteurs et avec un public plus large. Et donc, nous avons voulu lancer ces rendez-vous qui vont être dans un premier temps trimestriels, dont le premier épisode, le premier numéro est aujourd'hui. Et donc, ces rendez-vous via des webinars que nous allons lancer trimestriellement. Et donc, bienvenue sur ce premier numéro. Merci, voilà. Très belle initiative. Donc, d'un côté, Proximity le club, une communauté qui réfléchit, et de l'autre côté, les Silver Talks pour échanger avec le plus grand nombre et partager ces réflexions. Tout à fait. Et pour écrire et créer ces tendances de demain. Excellent. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, c'est la première édition et la thématique donc, autour des réponses face à la situation inédite. Je me retourne vers vous, Florian Briquet.
pourquoi cette thématique et en gros, quelle est la situation actuelle, quels ont été les défis de cette crise? Oui, alors, bon, premièrement, on a vécu une crise exceptionnelle, sans précédent. Ouais. On assiste aujourd'hui à un déconfinement progressif des établissements, puisqu'ils ont présenté la semaine dernière leur plan de retour à la normale, qui a également été soumis au Conseil de la vie sociale des établissements pour ceux qui n'ont plus de cas de Covid. Donc c'est la réintroduction du lien au sein des EHPAD, donc la reprise des visites sans rendez-vous, le déconfinement, enfin la fin du confinement en chambre des résidents, la reprise des activités d'accueil de jour, la reprise des sorties exceptionnelles, tout en maintenant un cadre quand même assez strict au niveau des mesures de protection. Il faut également souligner l'accélération du cadre législatif, parce qu'on parle de la loi Grand Âge Autonomie depuis plus de 10 ans maintenant. C'était devenu l'Arlésienne, parce que vous avez commencé, c'est un projet qui était né sous Sarkozy. Aujourd'hui, l'Assemblée a voté, donc en mi-juin, le principe de création d'une 5e branche de la sécurité sociale pour le financement de la perte d'autonomie, ce qui est un grand pas. On va en parler dans la deuxième partie du webinaire, mais effectivement, c'est important dans les contextes. Tout à fait. Donc, on va revenir avec nos invités, nos experts du secteur sur les enjeux de demain. Mais l'objectif est également de revenir sur ce qui s'est passé pendant la crise. Parce que ce qu'on souhaite, c'est valoriser les actions, la mobilisation des équipes, à la fois au sein des EHPAD et puis en dehors, les accompagnants notamment, pour valoriser toutes les actions qui ont été mises en œuvre afin de garantir la sécurité et la santé des résidents. Ok, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation donc on va pouvoir analyser ensemble un petit peu ce qui s'est passé, avec un début de sortie de crise et une crise. Je me retourne vers vous, Florence, sur cette première partie des retours d'expérience et de ce qui s'est passé. Cette crise a été extrêmement dure. Je crois que les acteurs ont été touchés tous très sévèrement, que ce soit dans leurs opérations, dans le social qui va derrière, mais aussi le sanitaire, à tout azimut, si je comprends bien. Est-ce que je peux vous demander de revenir un peu en arrière sur quels ont été les principaux temps forts de cette crise pour le CINERPA? Oui, absolument. Écoutez, on est aujourd'hui le 30 juin, je crois, et ça fait donc 4 mois que tout ça a commencé. On sentait qu'en janvier, février, qu'il se passait quelque chose, mais majoritairement en regardant la télé, quand on a commencé à voir la zone de Wuhan se confiner, étant donné que nous avons des opérateurs au CINERPA qui sont opérateurs en Chine. Oui. Nous avons eu des informations, peut-être un peu plus en amont que d'autres professionnels, mais déjà fin janvier, au niveau du CINERPA, nous nous inquiétons. Nous communiquons avec le ministère d'Agnès Buzyn, pour lui demander quels sont les protocoles à mettre en place en premier lieu lors d'une crise de ce type-là, que personne ne connaît à ce moment-là. Aucune réponse ne nous est faite. Sur le coup, on se demande d'ailleurs, est-ce que c'est pas nous qui nous inquiétons? Peut-être qu'effectivement, ça va s'arrêter à la porte d'Orly, de Roissy, super, et puis non, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, et au contraire, on pense même que c'est déjà sur place, mais que ça n'a pas encore atteint les EHPAD, puisque les gens fragiles, finalement, sont plus protégés que la population moins fragile. Et puis, le 22, c'est surtout ça, je me souviens bien, du bouclage de la Lombardie, qui me fait dire, ça y est, c'est parti, terminé, on est à peine à Melbourne, donc forcément, c'est comme un Paris-Nice, hein. Donc c'est fini pour nous. Et donc, en tout cas, pour le CINERPA, dès le 24 février au matin, on se met en cellule de crise immédiatement. D'ailleurs, on a des adhérents qui nous appellent en nous disant, vous en faites pas un peu trop. L'indicateur qui a déclenché votre cellule de crise, c'est 22. Oui, puisque là, à ce moment-là, on sait qu'il y a une frontière, mais enfin, on est vraiment qu'à 500 km, 700 km. Je crois que ça fait vraiment partie des enseignements intéressants aujourd'hui, que tout le monde se dise quels sont les indicateurs pertinents du passé. Moi, si j'ai une date, je me souviens, je suis devant ma télé, je vois BFM, je vois Lombardie bouclée, je dis ça y est, c'est foutu, c'est fini. C'est fini, ça va arriver, forcément ça va arriver. Okay. Et donc le 24 février, on lance des communiqués de presse au niveau du CINERPA parce qu'on attend toujours des protocoles qui ne viennent pas. Donc on se met en cellule de crise et on produit nous-mêmes nos protocoles toute la première semaine. Et j'ai envie de dire que c'est le début de la première vague de difficultés. D'abord, mettre en place toutes les mesures barrières. Beaucoup de gens sont contre, les ARS sont contre, les départements sont contre, le ministère nous dit « oh là 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 là, est-ce que vous êtes sûr qu'il faut fermer les portes ?» Oui, on croit bien qu'il faut fermer les portes.
On est déjà, nous, en train de penser au confinement en chambre, hein, puisqu'on m'a dit qu'en Chine, c'était déjà le confinement en chambre. Donc, on se dit, bon, bah, alors ça veut dire que deuxième étape, ce sera le confinement en chambre. Donc, première période, 24 février jusqu'au 6-10 mars, tout ce qui concerne les mesures barrières. Et progressivement, on en arrive à suspendre les visites et à confiner en chambre autour du 15 mars. Donc ça, c'est les recommandations que vous faites à vos adhérents, c'est ça? Oui, alors c'est non seulement les recommandations qu'on fait, mais on les envoie au ministère. Alors Olivier Véran, qui vient de prendre son poste, et découvre le dossier Covid, découvre que l'organisation sanitaire a été mise en place, mais découvre que sur le champ des EHPAD, et d'une manière générale des établissements sociaux et médico-sociaux, il ne s'est rien passé. Oui. Donc le 3 mars, il déclenche une première réunion avec tous les acteurs autour de la table. On est tous à 50 cm. Hein, là-dedans, ça baigne Covid à mort. Pas de masque, rien du tout. À la bonne franquette. Et là, on leur dit c'est plus possible. On est tous les professionnels, c'est plus possible. Là, il faut nous aider, il faut qu'on œuvre. Et donc, c'est là que la machine ministérielle se met en route. On envoie tous nos protocoles qui sont donc étudiés par le cabinet ministériel, puis ensuite distribués. Voilà, exactement. Donc, premier temps, pour aller très vite, les mesures barrières. Ouais. Deuxième temps, très vite, on bute sur les masques, parce qu'arrive un imbroglio de dingue qui fait que l'État, sans nous le dire, a réquisitionné, ce qui était plutôt une bonne formule à la base, puisqu'on sentait que les masques allaient vers les pharmacies et vers le grand public, et on se disait, si le peu de masques qu'on a va vers le grand public, on est tous foutus. Donc on était pour cette réquisition, parce que les gens commençaient à demander des masques, et on savait bien qu'on n'en avait pas, nous, donc enfin, pas assez. Problème, c'est qu'ils ont réquisitionné auprès de nos fournisseurs, c'est-à-dire les fournisseurs dont on se sert pour achalander. Donc du coup, les établissements se sont retrouvés avec 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de stock. Pour les plus aguerris, ceux qui avaient déjà traité la crise en Chine, 4 semaines, 5 semaines, mais enfin guère plus, et plus possible d'acheter un masque sur tout le territoire. Non seulement c'est plus possible, mais en plus on nous menace de nous réquisitionner par décret, puisque les FFP2 deviennent pires que du diamant, et que on a des ARS qui nous appellent, qui appellent les établissements en disant on va venir. Et là on se met d'ailleurs, hein, on leur dit mais ils viennent, vous barricadez, vous les foutez dehors, niet, impossible de nous piquer du FFP2. Donc on est dans cette première quinzaine où on est percuté, on ne sait pas ce qui nous arrive, et à ce moment-là, on a les premiers cas qui arrivent, des EHPAD qui sont touchés de plein fouet, et c'est Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Et alors là, ils nous racontent, et là, on vit le truc avec eux. Là c'est les larmes qui commencent, hein, très, très vite, hein, les larmes commencent, le craquage commence, parce qu'on est sur un virus à ce moment-là qui a une durée, une variabilité dans les symptômes, un truc qu'on n'a jamais vu, multisymptomatique, des symptômes qu'on découvre au fur et à mesure, de tout type de symptômes qui peuvent faire penser à plein d'autres choses, mais qui sont du Covid. Et un matin, 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, puis 15, puis 20. Voilà. Oui, les signaux passent au rouge. Les signaux passent au rouge, très très rouge. Alors pas partout, dans la zone Bourgogne-Franche-Comté, dans la zone Alsace, dans la zone Grand Est, surtout autour de Strasbourg, surtout autour de Mulhouse et de Colmar. Effectivement, le rassemblement évangélique, hein, c'est là que tout se tient, a débuté le 20 février. Et effectivement, on a des EHPAD qui ont accueilli soit des salariés, soit des personnes âgées, soit des familles qui ont été dans ce rassemblement évangélique. Donc là, on voit que c'est l'explosion, l'ARS est totalement débordée, et là, c'est là vraiment le gros de la crise, il se joue dans les 3 premières semaines de mars, puisque en Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, nos EHPAD ne peuvent plus transférer, 6 heures pour avoir le 15. Une fois qu'on a le 15, de toute façon, il ne se passe rien. Quand on dit EHPAD, c'est terminé, on dit ah ouais, désolé, on ne peut pas, on a autre chose à faire. Donc il y a une place pour 10 personnes. Bon voilà, donc là, c'est panique à bord. Et des résidences qui doivent garder tous ces malades qui s'infectent les uns les autres, qui infectent des salariés. On n'achète toujours pas de masques, on n'a toujours pas le droit d'acheter des masques. Donc on fait vraiment avec le bout du bout des stocks. On s'échange des masques d'établissement en établissement. On crée une bourse aux masques au CINERPA. Donc là, c'est, vous l'entendez à voir, hein, c'est panique à bord total. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sait plus comment faire, quoi. Oui. Donc on écrit au ministre, on dit il va y avoir 100 000 morts. Et là, le ministre débloque les masques, le 20 mars. Et il annonce que les masques seront disponibles 3 jours après dans les groupements hospitaliers de territoire et que les EHPAD pourront en bénéficier. Et effectivement,
Au début, on a peur, on se dit que des mots, ça y est, on va tous mourir. Et en fait, non. 3 jours après, effectivement, les adhérents nous appellent en disant c'est bon, j'ai mes masques, c'est bon, j'ai mes masques. Et toutes les semaines, à partir de ce jour-là, on aura eu des distributions de masques. Toutes les semaines. On est 5 semaines après votre cellule de crise déjà. Hein. Donc, oui, on est déjà le 20 mars. Hein. On parle donc on est déjà un mois. D'inertie. Hein. C'est ça Arrive le troisième sujet extrêmement grave, c'est les transferts. Ouais. Puisqu'à ce moment-là, on se rend compte que Bourgogne-Franche-Comté, on n'arrive toujours pas à transférer. Du coup, les cas les plus graves restent chez nous et infectent tous les autres. On aurait pu garder les non symptomatiques, les asymptomatiques, les légèrement symptomatiques, si on avait pu sortir très vite les très lourdement symptomatiques qui ont des charges virales très importantes. On a mis des secteurs Covid en place, mais les gens ne savaient pas trop comment on mettait un secteur Covid hermétique. On n'a pas d'hygiénistes, les hygiénistes ne venaient pas, les ARS nous disaient on nous les envoie. À Mougins, par exemple, l'EHPAD de Mougins a attendu 15 jours une équipe d'hygiénistes pour venir vérifier sa zone Covid. Ils ne sont jamais venus, ils sont venus quand le maire est venu, quand la presse est venue, quand les hygiénistes sont venus. Voilà, donc voilà, pendant 4 semaines, il se passe ça et on hurle vraiment quand l'Île-de-France commence à être touchée. On se dit, si en plus, en Île-de-France, on n'arrive pas à transférer, on est foutu. Donc c'est là que d'ailleurs, Lamine Garbi des cliniques privées dit, moi, j'ai pas d'activité, j'ai pas assez d'activité par rapport à la crise. Oui. Nous, on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas, nous, à transférer dans le secteur sanitaire? On demande qu'on crée des filières gériatriques, mobiles pour venir nous aider. Et enfin, Olivier Véran prend la mesure, et pareil, autour du 20-30 mars, il annonce la création des filières gériatriques. Là encore, on a peur des paroles, on se dit c'est bon, ça n'arrivera jamais. 3 jours après, les adhérents appellent, c'est bon, on transfère. Chez nous, en interne, il y a beaucoup de groupes d'EHPAD qui ont aussi des cliniques, donc ils ont transféré en interne, ça a été très, voilà, ça s'est fait comme ça. Et le fait d'avoir pu transférer fin mars, début avril, eh bien, a commencé à faire baisser la charge virale dans les EHPAD. On s'est retrouvé parfois avec des lieux de soins qui étaient vides. Hein. On a parfois des respirateurs qui étaient tout neufs, fin mars, dans des lieux tout vides. Donc une gestion logistique qui était de temps en temps discutable. Voilà. Discutable. Okay. Et puis arrive la dernière haie, qui est les tests. Là, c'est pareil. Hein. Le test, j'en parle pas tout au long du mois de mars. C'est bien simple. On a créé, début février, 138 centres Covid. Vous voulez faire un test, vous passez par un des 138 centres Covid. En dehors de ça, point de salut. Ça veut dire que quand on commence à être très attaqué en Bourgogne-Franche-Comté, en Grand Est, on demande des tests, on nous envoie 3 écouvillons. On nous dit, vous testez, si les 3 sont positifs, terminé, on ne teste plus. Donc du coup, vous êtes un Covid, un gros Covid. Vous êtes un cluster. Voilà, gros Covid, on ne fait plus rien. Ok, super. Donc 3 tests. Le test, il faut le faire soi-même. Il faut l'envoyer donc dans le centre Covid qui est, je ne sais plus où, qui n'est que de l'hospitalier public. Hein. J'y reviendrai dans la deuxième partie. Oui. Qui n'est que de l'hospitalier public. Hein. Et fin mars, Olivier Véran se rend compte que 90% des actes de biologie en France est fait par qui? Les acteurs privés. Ah, miracle! Donc à ce moment-là, tout le monde se met à faire des tests, les vétérinaires, les laboratoires privés, et enfin, le 6 avril, on se dirige vers une politique de tests généralisée. Ça pédale un petit peu au départ, mais très franchement, ça va très vite. Au moment où Olivier Véran le dit le 6 avril, pareil, parole, ça y est, on ne va jamais y arriver. 10 jours après, on voit que les adhérents testent. Et moi, j'ai des groupes majeurs qui me disent, ça y est, on a testé 20%, 30%, 40%, toutes les semaines, tous les jours, ça monte. Et effectivement, ils testent massivement les personnes âgées, les salariés, malgré les ARS qui parfois sont toutes, veulent pas trop, veulent en tester le minimum. Mais on y arrive. Et c'est comme ça qu'entre les transferts, entre les tests, eh bien, voilà, ça s'aplanit et on arrive fin avril. Alors non, fin avril, c'est encore un peu tendu, mais fin avril, on sent quand même que la situation s'apaise. Début mai, on sent vraiment comme un avant et un après. Tout devient beaucoup plus calme, le téléphone sonne beaucoup moins, les gens ont peut-être géré, puis surtout les symptômes sont beaucoup moins forts. Et puis depuis, eh ben, on pense les plaies. On pense les plaies. J'insiste sur ce point parce que le trauma, c'est pas dans les jours qui arrivent. On est des équipes de guerre. Franchement, je le dis à mon niveau, alors que j'étais derrière mon ordi. Alors, je n'ose même pas imaginer pour ceux qui étaient sur site, mais c'est des moments de tension ultra traumatiques. On rencontre des soignants qui ont dû faire des choses terribles qu'ils n'ont jamais fait auparavant, notamment la procédure mortuaire qui a été d'une complexité sans nom.
Et donc, c'est une expérience traumatique qui va laisser des traces de très longue durée chez les personnels des EHPAD et des hôpitaux. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon chronologique. On comprend bien une crise sans précédent, une charge émotionnelle aussi tout à fait compréhensible, et notamment pour le terrain. Alors d'ailleurs, François Bazouge, c'est à vous que je m'adresse pour ma deuxième question. Vous êtes, vous, sur le terrain, votre EHPAD était en première ligne dans une région qui est l'Île-de-France, donc en plus qui a été durement touchée. Comment ça porte aujourd'hui votre EHPAD déjà? Est-ce que tout va bien? Alors, tout va bien en ce sens qu'aujourd'hui, plus personne n'est infecté par le Covid-19. Et d'ailleurs, on est très frileux et prudent dans la réouverture de façon à ce que ça perdure. Nous en sommes ravis et vous faites bien d'être frileux, je pense. Vous, quelle est votre expérience? Comment vous êtes-vous organisé ces derniers mois pour faire face à cette situation? Est-ce que vous vous retrouvez dans la description de Florence de la chronologie? Parfaitement. Alors vraiment à la virgule près, avec un décalage dans le temps. C'est-à-dire que nous avons enregistré malheureusement le premier décès de Covid uniquement le 1er avril. Donc voilà. On a effectivement un décalage dans le temps qui nous a permis peut-être d'éviter cette première phase de la crise qui était la plus dure. Mais sinon, on a vécu exactement les mêmes soubresauts, les mêmes pénuries, les mêmes difficultés, aussi bien pour le matériel que pour les tests. Je rajouterai avec une incompréhension totale du public et entre autres des familles, parce que les informations qui leur étaient données étaient de nature différente. Les informations grand public ne rejoignaient pas celles que nous, professionnels, avions. Ça a été une grande difficulté de communication. Les tests pour nous se sont passés entre le 6 et le 16 avril, exactement les dates que vous avez citées tout à l'heure. Ce qui nous a permis ensuite, effectivement, de maîtriser beaucoup mieux les choses. Et alors, est-ce que vous avez trouvé des réponses un petit peu innovantes? Est-ce que vous avez mis en place une organisation? Je sais que la gestion du personnel était aussi délicate, puisqu'ils ont aussi leur famille à gérer. Et donc, avec la gestion du confinement, ça a été complexe en termes de planning. Est-ce que vous avez fait de l'aide extérieure? Oui, nous avons une équipe de 26 personnes, 46 en considérant le personnel extérieur. Nous avons eu 17 arrêts de travail dus au Covid. Donc là, pour nous, ça s'est décalé sur la fin du mois d'avril. Les 3 dernières semaines du mois d'avril étaient apocalyptiques. On tournait avec un quart de l'équipe. Gens d'une conscience et d'une dévotion extraordinaire qui, comme dans beaucoup d'EHPAD, se sont confinés, sont restés sur place et ont travaillé quasiment jour et nuit pendant 3 semaines. Et là-dessus, je crois que vous aviez cité en préparation, vous aviez travaillé avec Elior Service tout à fait. En partenariat pour soulager le personnel. C'est même au-delà du partenariat, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de distinction entre les équipes. Les gens, d'une façon générale, qui étaient sur place, qu'ils soient soignants, qu'ils soient SH, etc., de toute façon, participaient à la survie de l'établissement. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y avait vraiment strictement aucune distinction. D'accord, merci beaucoup. En rebond, Florian Briquet, on parle de tension sur les ressources, justement. Je me souviens d'un chiffre dans le livre blanc que Daniel vous citiez en introduction, de 63% des EHPAD déclarent avoir au moins un poste non pourvu depuis 6 mois ou plus. Comment l'externalisation peut libérer du temps aux soignants? Ça permet de rebondir sur ce que vient de dire monsieur Bazouge, c'est que encore plus en période de crise, l'objectif et l'avantage de l'externalisation, c'est de permettre aux établissements de se concentrer sur leur cœur de métier. Pour les EHPAD, le cœur de métier, c'est la prise en charge, le soin, garantir le bien-être des résidents. En période de crise où vous avez effectivement des arrêts de travail, notamment pour maladie ou garde d'enfants, gestion pendant le confinement de problèmes spécifiques à la maison, ça nous a permis, ça a permis à nos clients, à nos clients établissements, de se concentrer sur leur cœur de métier. Il faut aussi également préciser qu'on a une activité également dans ce qu'on appelle le multisegment, donc notamment le tertiaire, où nos activités ont été complètement stoppées pendant la crise. Ça nous a permis de mobiliser des équipes complémentaires pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Sachant que là, si je ne dis pas de bêtises, on en parlait aussi dans la notion de collaboratif et de co-construction, vous avez mis en place avec eux des protocoles spécifiques. Tout à fait. Tout à l'heure, Florence parlait de la création d'une cellule, la mise en place d'une cellule de crise au sein du CINERPA.
Au sein d'Elior Service, on a mis en place une cellule de crise dès la fin du mois de janvier par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays, notamment en Asie. Cette cellule de crise a premièrement eu pour objectif de gérer tous les aspects logistiques, donc la pénurie de masques, de gants, de blouses jetables, etc. Et la mise en place de protocoles, notamment les protocoles pour tout ce qui était désinfection des chambres Covid, sachant que l'ARS a donné à plusieurs reprises des indications différentes. Donc nos protocoles ont dû s'adapter au fur et à mesure. Et là encore une fois, pour rebondir sur l'avantage de l'externalisation, c'est que ça permettait aux établissements de continuer leur activité, se concentrer sur leur cœur de métier, sur le résident, tout en ayant à leur côté un professionnel qui gérait tout ce qui était désinfection des points de contact, la désinfection des chambres Covid, sachant que gérer une chambre avec un résident Covid, c'est tout l'aspect bio-nettoyage. Durant la crise, ça prenait 3 à 4 fois plus de temps que dans une chambre classique. C'était énormément de jetables. Enfin, voilà, c'était très particulier. Merci beaucoup. Ma question suivante est pour vous, Annie de Vizy, qui est à distance avec nous. Vous êtes aussi une vigie de ce secteur. Et en tant que vigie de ce secteur, je ne sais pas si vous partagez mon observation, mais j'ai l'impression que beaucoup d'établissements ont fait preuve de créativité aussi face à une crise sans précédent, émotionnellement dure et sanitairement dure. Quelles sont pour vous les initiatives qui vous ont marqué chez les établissements, chez les aidants? Merci de me poser la question. On a pu remarquer à quel point la phase de sidération, elle a été assez longue quand même. Hein. Le temps que on voit arriver la crise et qu'on comprenne, et que à la fois le grand public et les professionnels comprennent ce qui arrive, ça a été assez long. Mais en même temps, et je suis d'accord aussi avec Florence et avec M. Bazouz, c'est que très vite, les professionnels aguerris, ceux qui ont un sens très clair de la façon dont vivent ces personnes qui ont des polypathologies, qui sont en fin de vie. Enfin, vous accueillez les personnes les plus compliquées de l'existence. Très vite, ils ont vu des situations vraiment, vraiment impressionnantes. Et donc, ce qu'ils ont fait, et les 3 choses que je peux partager, c'est vraiment de partager le plus tôt possible le système D pour faire face à la crise. Et ça, ce qu'on a pu voir, c'est le déploiement, mais alors tous azimuts, de toutes les ressources, et notamment l'utilisation du numérique. Alors, nous qui avons créé hvillage.com et hvillage depuis 20 ans, ça y est, on fête nos 20 ans cette année, je peux vous dire qu'il y a 20 ans, il n'était pas bien évident que Internet deviendrait un outil de travail quotidien pour tous les professionnels. Et là, ça a été le cas. Ça a été le cas pour trouver des masques, pour trouver des ressources d'approvisionnement, pour trouver des ressources psychologiques, pour trouver des ressources éthiques pour analyser les protocoles, parce que quand vous avez l'obligation de confiner, mais qu'en même temps, vous avez 90% j'ai le cas là d'un établissement labellisé qui a écrit, labellisé Humanitude, qui a écrit à Olivier Véran en lui disant « Ok, mais moi j'ai 90% de gens qui ont des troubles sévères du comportement, comment je fais pour le confinement en chambre directe? Il va bien falloir que je trouve des stratégies d'ajustement, parce qu'autrement je vais rajouter des choses, des difficultés à la difficulté. » Les aidants sont des injonctions paradoxales presque. D'un côté, concrètement, il y avait beaucoup de peur. Beaucoup de peur. La peur de contaminer, la peur d'être contaminé, les conflits de valeurs. Les professionnels, mais les aidants aussi, ont vécu des conflits de valeurs. Parce que quand vous êtes loin de votre proche et que vous voulez continuer d'être en lien avec lui, comment vous faites? Parce que vous avez peur qu'il ne vous reconnaisse plus, vous avez peur que ça ne se passe pas bien pour lui, vous avez peur de ce que vous entendez. Les EHPAD ont quand même été mis en lumière de manière non positive aussi, parce que l'accumulation des informations qui venaient uniquement qui centraient la difficulté que sur ces solutions-là liées au vieillissement, c'est pas juste non plus pour les établissements, parce que vous rajoutez de l'angoisse à de l'angoisse qui existe déjà chez les proches. Donc, ce qu'on a vu, c'est déploiement du numérique tous azimuts. Donc, les professionnels ont utilisé le numérique pour pouvoir maintenir des liens avec toutes les ressources qu'ils pouvaient avoir.
Deux, ce qu'on a vu, c'est les systèmes D pour s'envoyer les astuces, les conseils, les appros, les approvisionnements sur les équipements individuels de protection. Et puis, la troisième chose qu'on a pu voir, c'est à quel point la question du lien et de la vie sociale, elle est devenue une évidence dans les établissements. C'est-à-dire que ce qui était le soin, l'hygiène, était évidemment une évidence aussi, puisqu'il fallait absolument faire face à cette horreur qui est le Covid, qui se déploie, en effet, comme dit Florence, n'importe comment. Donc, il faut être en vigie et être avec une technicité et une capacité d'analyse vraiment très fine, mais en même temps, être devant l'évidence que sans le lien, sans la vie sociale, face au confinement, face au fait que les mesures barrières doivent être mises en œuvre, eh ben, il va falloir développer un savoir-faire, un savoir-être et des capacités d'entrer en lien et de coopération. On a vu les directeurs être sur le terrain 24/24. On a vu les personnels de la restauration accompagner auprès des personnes au plus près des chambres, au plus près des activités pour justement soutenir la vie sociale au sein des petites unités qui essayaient de se protéger du mieux qu'elles pouvaient du déploiement de l'infection. Et on a vu toutes les parties prenantes s'y coller. C'est-à-dire tous les habitants qui pouvaient être en ressources. Moi, le premier appel catastrophique, c'est ce que disait Florence, ça a été le cluster de Mulhouse, où on travaille avec un établissement labellisé juste là, et qui m'a dit, bah voilà, en effet, voilà, il y a eu une réquisition de nos moyens de protection, donc on est vraiment très, très démunis. Et bien, très concrètement, ils ont été en capacité de se dire, tous les habitants, tous les professionnels, mais les familles, les élus, tout le monde, on va mobiliser tout le monde pour pouvoir nous aider. Fabrication de masques, mise en action des gestes barrières, y compris par les habitants qui en étaient en capacité, mise en œuvre, mobilisation des familles pour les ressourcer et puis pour rester en lien le maximum, bénévoles qui ont fait du soutien téléphonique et de l'accompagnement à distance des personnes qui pouvaient éventuellement se déliter et qui prenaient le relais des professionnels pour informer les familles. Parce que les professionnels ne pouvaient pas à la fois être en situation de mettre en œuvre toutes les mesures barrières, mettre en place les repas et mettre en place les activités, et en même temps soutenir les familles. Donc tout ça, ça s'est fait d'une manière extrêmement rapide et en effet avec une demande d'énergie qui aujourd'hui se paye. Je suis complètement d'accord avec Florence sur le fait que là on est en juillet et déjà en juin, on a pu voir à quel point, waouh, la pression, la puissance de la violence de l'énergie, elle était super bonne parce que l'adrénaline qui a été liée à la phase de réponse à la crise, aujourd'hui, elle se paye un peu. Elle se voit et peut-être qu'elle va se payer. Moi, ce que je comprends que vous dites, effectivement, c'est l'usage du numérique, énormément de collaboratifs, pas seulement au sein des établissements, interétablissements, voire même élargi aux autres parties prenantes externes. Vous avez pointé du doigt le fait que le soin n'était peut-être pas la clé, qu'il ne fallait pas louper le social. Moi, je sais que j'ai découvert récemment la sémantique de mort sociale, qui est une sémantique qui est apparue comme étant un risque sanitaire aussi, en fait. Le risque de l'isolement. Le risque de l'isolement, exactement. Donc, dans un rapport récent là, des petits frères des pauvres, on voyait effectivement ces risques qui arrivaient et générer des compromis complexes entre protection sanitaire et maintien du lien social, et les deux au service de la vie et de la dignité d'ailleurs, soit en passant. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage, c'est très convergent, mais c'est très différent aussi, c'est très complémentaire. On sent bien la puissance de cette crise, on sent bien les émotions, les difficultés matérielles, les inerties administratives, mais le système D, c'est-à-dire l'entraide qui prend le dessus parce qu'on veut y arriver. Moi, je note tout de même que l'écosystème est abîmé, qu'il va falloir peut-être mesurer les dégâts, comme vous dites, sur les équipes qui aujourd'hui sortent juste de la phase d'adrénaline et sont peut-être très fatiguées. Je trouve que c'est le bon moment d'ouvrir la page, mais quels sont les enjeux pour demain? On a aujourd'hui à la fois des enjeux opérationnels quotidiens à mettre en place, à la fois des enjeux de régulation législative. On a parlé des évolutions législatives dans l'introduction. L'agenda s'accélère, hein. C'est vrai qu'on en a parlé dans l'introduction ensemble. Il y a énormément dans le plan de loi de finances, dans les lois autour de
tout ce qui est la gestion de l'autonomie, pardon, sur cette 5e branche de la Sécu, des enjeux importants. Florence, vous qui êtes au milieu de ce sujet, on va dire, législatif, pour le coup, de discussion avec les administrations, est-ce que vous trouvez que quels sont les enjeux déjà pour aujourd'hui et demain, et est-ce que vous trouvez que cette accélération, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? L'accélération est toujours quand même globalement une bonne nouvelle. Si elle va dans le bon sens. Si elle va dans le bon sens. C'est le sens de ma question. Surtout là, en fait, on sort d'une crise qui a été extrêmement difficile. Très vite, le ministre octroie aux EHPAD, ce qu'il n'a d'ailleurs pas octroyé aux services à domicile, la compensation de tous les surcoûts, parce que cette crise a été très... on a acheté plein de choses à des prix parfois... On sent à chaque fois, vous l'avez dit, la décision a été longue à venir, mais à chaque fois qu'elle est venue, j'ai l'impression quand même qu'elle était vraiment... Ah oui, elle a été immédiate, c'est ce qui est exactement ce que d'ailleurs j'ai écrit, ce que le CINERPA a écrit à Olivier Véran, à partir du moment où une annonce était faite, il faut reconnaître que dans les 48 heures, c'était du réel. Non, mais ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, du coup, l'annonce était un peu tardive, mais en 48 heures, c'était fait. Donc du coup... donc sur le calendrier législatif, voilà. Oui. Donc, en mai déjà, il déploie 1 milliard d'euros pour la compensation des surcoûts, les pertes de recettes et les primes pour les salariés qui ont tout donné pendant cette crise. Donc déjà, on a une bonne nouvelle finalement à ce moment-là. Et très vite, et certainement parce que l'émotion est là et que l'émotion en politique est très importante, il déploie effectivement... alors, ce truc qui effectivement avait disparu depuis 10 ans, le 5e risque, 5e branche, on n'en parlait plus vraiment, tant on avait l'impression que c'était beaucoup de milliards, beaucoup de moyens complémentaires. On peut peut-être faire un peu de pédagogie, parce que tout le monde ne connaît pas cette 5e branche, vous pouvez rappeler? Oui, en fait, l'assurance maladie, elle est composée en plusieurs risques, et l'idée, depuis des années, quelques décennies, c'est de créer un risque spécifique, perte d'autonomie. C'est ça. Alors, d'abord lié à l'âge, et puis finalement, comme il y a le handicap aussi, perte d'autonomie. Donc là, on est sur cette création d'un 5e risque ou branche de perte d'autonomie à côté de la maladie, de la validité, avec tous les leviers de financement dédiés propres à la sécurité sociale. N'allons pas jusqu'ici. Non, mais c'est n'allons pas trop vite. Pour l'instant, on a un texte de 2 pages, un texte de loi de 2 pages, qui dit on crée un 5e risque, 5e branche, d'ailleurs on ne sait pas trop, et à partir de 2024, on y affilie 0,15 points de CSG qui feront environ 2 milliards d'euros. Voilà ce qu'on nous dit. Et dans ce 5e risque ou branche, on y mettra ce qu'on appelle les ONDAM, personnes âgées, personnes handicapées, c'est-à-dire tous les crédits d'assurance maladie qui sont déployés vers les EHPAD et vers les établissements du champ du handicap. Tous ces crédits-là vont être mis dans ce 5e risque. Voilà. Ils quittent le projet de loi, ils quittent la loi de finances et ils vont être projetés dans ce risque. Ça fait environ 20 milliards d'euros. Puis, on nous dit qu'à partir de 2024, il y aura 2 milliards d'euros en plus grâce aux 0,15 points de CSG. Voilà, pour l'instant, c'est une architecture et ça ne dit pas grand-chose. Ce que dit le texte, c'est qu'à partir de maintenant, un rapport doit être réalisé. La personne qui a été nommée la semaine dernière s'appelle Laurent Vachet. C'est un IGF, un inspecteur général des finances, qui a été directeur de la CNSA, qui a pris donc mission de faire ce rapport qu'il doit, le 15 septembre, donner au Parlement sur ce que pourrait être une 5e branche liée à la perte d'autonomie. Donc, qu'est-ce qu'on y met dedans? Le périmètre, qui le gérera, comment il va être financé au fur et à mesure. Là, on nous parle d'un financement 2024, mais évidemment, il va y avoir 2021-2024. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Donc voilà, il y a tous ces paramètres-là qui ne sont pas du tout arbitrés. Donc aujourd'hui, on a un texte très light. Et pour la juriste que je suis, on a 4 pages de loi, 10 articles tout mouillés, donc on va pas non plus, mais on a ça. C'est une intention. C'est une intention, voilà. Et une première architecture, les plans. Ce rapport sort, et donc tout l'été, on va être mobilisé autour de ce rapport et autour de Laurent Vachet. Le 15 septembre, il le déploie au Parlement, et en même temps, le gouvernement déploie le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2021. Et c'est pendant tout le débat du projet de loi de finances de la Sécurité sociale et sur ce rapport
que sera encore créé les murs, les parois, le périmètre, qui va gérer, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'il y aura vraiment dedans? On se demande aujourd'hui si l'APA et la PCH, qui sont deux aides départementales, est-ce que ça va être dans ce 5e risque? Qui va gérer? Est-ce que c'est la CNSA? Si c'est un 5e risque de sécurité sociale, normalement c'est la Sécu. Voilà, tout ça n'est pas clair. Tous les détails que vous citez là, ça a quand même un impact direct sur le fonctionnement des établissements. On confirme que c'est plus que du détail. Et l'impact, il est immédiat sur le fonctionnement. Pas immédiat, puisque pour l'instant, on a toujours nos budgets identiques, mais ça va avoir un impact sur les établissements, mais on espère bien d'ailleurs, parce que de toute façon, ce que l'on veut, parce qu'il y a ce 5e risque, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi 5e risque avec le projet de loi de finances, et on nous parle tout de suite après. Alors, un projet de loi de finances qui va avoir près d'1 milliard d'euros, nous dit-on, dans l'oreillette, dédié à la médicalisation des EHPAD, puisque dans le projet de loi de finances, je rappelle, de la sécurité sociale, on ne peut faire que du soin, donc on ne peut faire ni de la dépendance, ni de l'hébergement, ni de la structuration globale, on ne peut faire que du soin, donc des choses sur les sections soins des établissements devraient être annoncées au moment d'octobre-novembre, et puis enfin, on finit tout ça par une loi grand âge, la fameuse. Dont on nous dit encore qu'elle sera au Conseil des ministres fin d'année, on l'a déjà entendu 2 ans, donc ça commence à être difficile à croire. Plus sûrement premier trimestre, sachant quand même qu'il y a une petite élection départementale au milieu, ce qui est quand même un gros impact chez nous, puisqu'on a une co-gouvernance sectorielle entre les ARS et les départements. Donc, merci il y a en plus de la politique. Pour ce décryptage, on va dire, politique et législatif. Mais il va y avoir du mouvement, là, c'est sûr. Là, on est parti pour 10 mois, 12 mois de marathon, de gros travail législatif. 3 gros dossiers. Oui. Annie de Lilly, je vous reprends avec votre casquette de vigie du secteur. Pour vous, c'est quoi, qu'est-ce que vous apercevez comme enjeu pour demain, que ce soit pour les établissements, mais aussi, vous en avez parlé beaucoup, pour le personnel, pour les aidants? Là, l'écho qui va bien. Personnellement, moi, je vois trois choses. Allez-y, on vous entend bien. La première chose, c'est en effet la revalorisation claire et nette des métiers du lien. C'est-à-dire que s'il y a bien des métiers, là, qu'on a vus, qu'on a entendus, qu'on a applaudi tous les jours à 20h, sur qui on a pu compter en tant qu'aidant pour être en lien avec nos proches qui étaient confinés en établissement ou à leur domicile, s'il y a bien un levier sur lequel on va devoir vraiment travailler, c'est les métiers du lien, les métiers du soin, les métiers du prendre soin, les métiers de la vie sociale, des métiers qu'il faut arrêter, mais vraiment définitivement arrêter de croire que ce sont des métiers qu'on peut faire simplement parce qu'on n'a pas de travail et qu'on adore les personnes âgées et qu'on a eu une grand-mère dont on s'est occupé un jour. Non, ce sont des métiers qui demandent des compétences ultra fines, qui demandent des technicités. La gériatrie, la gérontologie, ça doit être des spécialités qui s'apprennent dès les formations initiales. Et ces formations initiales, il faut les renforcer. Parce qu'on l'a bien vu pendant la crise. C'est déjà presque trop tard. Si j'ai bien compris, le besoin en recrutement évolue énormément avec le temps. Il y a déjà une carence de professionnels sur le marché. Comment on fait pour résoudre le problème à court terme? Parce que vous avez raison. Dès le court terme, vous avez à la fois une question de revalorisation financière dont Florence parle là aussi en termes de moyens que l'État va mobiliser ou pas dans ces structures. Vous avez aussi une revalorisation des statuts du métier lui-même. Aujourd'hui, vous avez une multitude de métiers sur les mêmes qui ne convergent pas. Vous avez une vision de ces métiers qui n'est pas ultra bien perçue par l'ensemble. Moi, j'attends le jour où les fils et les filles, surtout les fils de nos ministres, auront qu'une envie, c'est de devenir aide-soignant en établissement ou à domicile. Parce que le jour où on pourra basculer sur une valorisation très claire comme des métiers ultra techniques, des métiers positifs, des métiers du lien et des métiers qui demandent une technicité forte, on aura avancé énormément sur notre capacité d'accompagner le vieillissement. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment être en capacité d'investir sur ces métiers magnifiques, sur ces métiers dont vraiment on a besoin et que je recommande à tout le monde. Excusez-moi, je vous coupe un instant, mais j'imagine que lié à la problématique, il y a aussi celle dont on a parlé l'année dernière au moment du livre blanc, de l'image de ces métiers, de ce qu'on appelait à l'époque les pas de bashing. Vous avez parlé à juste titre de ces applaudissements des 20 heures qu'on a tous, j'espère, on a tous participé, apprécié. Aujourd'hui, ils se sont arrêtés. Est-ce qu'il faut créer une continuité de ça? Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement dans l'inconscient collectif?
En tout cas, les professionnels eux-mêmes ne se taisent plus, hein, et ils sont dans la rue et ne lâchent rien sur la réelle transformation des promesses en action. Concernant les primes, le domicile a été totalement oublié et n'a pas été valorisé. Et ça, c'est le deuxième lien que je voulais faire. Donc, la première chose, c'est les métiers. La deuxième chose, c'est la coordination des acteurs. Vieillir debout quand on a des polypathologies, quand on a des troubles du comportement, quand on avance avec des handicaps sévères, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas le faire seul. Vous êtes obligé d'être entouré de services à votre domicile initial, peut-être en accueil de jour, peut-être en hébergement temporaire, peut-être un jour que vous rentrerez dans des institutions plus ou moins médicalisées. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas vivre et vieillir debout si vous n'êtes pas accompagné avec des professionnels au haut niveau de compétences. Et ça demande une acceptation d'une reconnaissance de tout le maillage qu'il va falloir mettre en œuvre et qui existe déjà en grande partie sur le territoire, mais qui n'est pas suffisamment visible, lisible, coordonné et financé. Parce que c'est le dernier point dont parlait Florence aussi, mais quand vous êtes une famille, quand vous êtes des aidants, quand vous êtes une personne fragilisée vous-même, la première chose que vous regardez, c'est est-ce que je vais être en capacité, si vous avez encore la possibilité de le faire cognitivement, est-ce que je vais être en capacité de financer l'aide à l'autonomie dont j'ai besoin, étant donné ce qui m'arrive. C'est quand même pas de ma faute si j'ai de l'arthrose, si j'ai une pathologie diabétique, si j'ai un problème cardiaque, si je me suis collé à un cancer et si malheureusement la famille Alzheimer est venue passer par là. Ça n'est pas de ma faute. Il y a un besoin d'accompagnement de tout ça. Et c'est possible. Entre ce qui se passe dans l'accompagnement à domicile et ce qui se passe en établissement. Et aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que ce lien, il n'est pas forcément assez professionnalisé, densifié, éclairé. On espère que en fait, on a été tétanisé pendant des dizaines d'années avec le coût du vieillissement. Comme si, en effet, cette pression démographique tétanisait tous les esprits et faisait en sorte que, étant donné que ça va coûter très cher, on ne fait rien. Sauf que là, aujourd'hui, le système se retourne contre lui-même. C'est-à-dire qu'à force de ne rien faire, à force de ne pas agir, les professionnels ont été acculés à devoir prendre en soin des personnes de plus en plus compliquées, de plus en plus fragilisées, avec des aidants massacrés et fragilisés eux-mêmes. Et eux-mêmes, n'ayant pas suffisamment de compétences pour pouvoir faire face à tout ça et n'étant pas suffisamment nombreux, ils peuvent pas. Donc là, on arrive au bout du système. Et en fait, ce que montre aussi la crise, et ce que montrent aussi les dernières élections avec la poussée de la vague verte, c'est qu'un coût n'est pas forcément un coût, c'est aussi un investissement. C'est un investissement social parce que si on est en capacité tous de se dire on va être en capacité de vieillir, on va être en capacité de bien vieillir et de vieillir debout parce qu'on sera entouré de manière intelligente de professionnels sur qui on peut compter, ça change tout. Et c'est super positif. J'aime bien cet optimisme que vous rajoutez dans ce climat qui évidemment est un petit peu plus difficile dans cette sortie de crise qui a été très dure, mais oui, j'entends votre message. Et du coup, je renvoie la question à François. François, vous êtes en établissement. En tant que directeur d'EHPAD, quelles sont vos attentes pour demain? Quelles questions vous posez-vous? La première attente, c'est de ne pas oublier ce qui s'est passé. Je pense que l'expérience qu'on vient de vivre et qui a été traumatisante pour tout le monde réellement, vaut qu'on s'y attache et qu'on ne l'oublie pas. L'applaudissement aux fenêtres est caractéristique, elle s'est arrêtée le 11 juin, net, avec les instructions de déconfinement. Donc c'est un petit peu dommage, je pense qu'on peut continuer à y penser. En ce qui concerne les nouvelles réflexions de notre gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, je suis un petit peu plus circonspect en ce sens que ça a déjà eu lieu dans le temps. J'en ai pas encore vu des effets extraordinaires. J'espère que cette fois-ci, l'expérience montrera aussi qu'une fois que les décisions sont prises, elles sont mises en application plus rapide, puisqu'on vient de montrer que c'est possible. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, effectivement. Voilà. Et puis, pour rebondir sur les derniers propos, c'est cette forme de coordination et de décompartimentage, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas que le secteur des personnes âgées. Il y a toute la dépendance. Tout le secteur de la dépendance qui est à gérer. Je vais utiliser un gros mot, je vous prie de m'en excuser, de la déghettoiser et de pouvoir enfin retrouver cette entraide et cette solidarité quelque part qu'on a pu trouver pendant cette crise-là. Et je pense que ça, c'est vraiment une vue d'avenir dans laquelle je crois énormément. Donc là, vous trouvez que tous ces systèmes, tout ce collaboratif que Annie Dvidi nous a
montré, Florence aussi, vous nous avez parlé des bourses aux masques, tout, et y compris en travaillant avec les autres parties prenantes, des familles, des aidants, c'était bien, mais il faudrait que ça continue, comme les applaudissements, il faudrait faire continuer. On vient de se prouver que les ressources et les volontés sont là. Qu'on a un système aujourd'hui qui est suffisamment rigide, justement, pour tout compartimenter. Je pense, comme ça vient d'être dit, que si on le réfléchit différemment, on peut retrouver des énergies, on peut retrouver des moyens et aborder la question de la dépendance, dont celle des personnes âgées, d'une façon complètement différente. Vraiment. Mais alors, du coup, je rebondis, je pose la question à Daniel Ada, vous, c'est pas l'idée un peu de ce club d'entraide, d'essayer de faire continuer justement cette entraide entre les établissements? C'est une forme de solution, presque. Alors, le club, il est là, non, enfin, surtout pour réfléchir et co-construire ces solutions de demain. L'entraide peut être une de ces solutions. Mais ce qu'il faut voir, c'est le constat que fait François, Florence et Annie aujourd'hui, c'est un constat quand même où on voit qu'on a beaucoup de travail à faire, où on n'est pas complètement au niveau. Et quand on voit les chiffres, on sait que la population de plus de 85 ans va être multipliée par plus de 3,2 d'ici 2030. Donc il va falloir beaucoup travailler pour nous mettre vraiment au niveau des futures attentes, des besoins. La pression démographique arrive. Et nous, notre but en tant que partenaire, justement, c'est d'aider ces établissements, d'aider ces professionnels à être encore meilleurs dans leur domaine en leur apportant des services adaptés et toujours en direction du bien-être des résidents, des aidants et des salariés et des professionnels de ce secteur-là. Et alors, ça c'est intéressant. François, je me permets de vous reposer la question sur le sujet justement du personnel, parce que je trouve que Annie Devilly a montré du doigt, et même aussi Florence tout à l'heure, le fait qu'il y avait, et même vous, quand vous nous avez évoqué les difficultés organisationnelles, le personnel est abîmé. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il manque de valorisation, qu'il vit des problèmes de communication, parce que les familles ont une information qui est de temps en temps contradictoire avec le reste? Vous partagez ce constat, non? Je fais plus que la partager, oui. Avec une double expérience d'il y a quelques années qui est aussi l'aide à domicile, donc j'ai un petit peu la vision des deux. L'image du soignant en général n'est pas forcément celle qu'elle devait être. Ça c'est extrêmement clair. Le soignant est celui qui est au proche du résident, qui est au proche de la personne, qui va l'accompagner et sur lequel vont se reporter tous les maux et toutes les difficultés. C'est naturel, c'est humain. Ceci étant dit, il faudrait aussi qu'on puisse développer sa vision, son image de professionnel dévoué, de professionnel compétent. Et là, je vous rejoins complètement, madame, sur le fait qu'il y a énormément de choses à changer. On vient encore une fois de se le prouver à nous-mêmes. Si les soignants n'avaient pas été auprès des personnes âgées dans les établissements, je pense qu'ils seraient à moitié tous fermés aujourd'hui. C'est juste ça. Avec toutes les initiatives personnelles qu'on a vues. Et leurs compétences. Et leurs compétences. Et leurs compétences. Merci beaucoup. Du coup, Florence, en tant que SINERPA, vous, qu'est-ce que vous voyez comme action possible pour cette valorisation des soignants, du personnel? Est-ce que tous vos adhérents vivent la même chose? Oui, absolument. Non, mais c'est un constat généralisé dans le secteur du grand âge de toute façon. Les soignants, c'est un métier difficile de toute façon, le métier de soignant. Et c'est vrai qu'il est encore moins valorisé que dans le sanitaire, dans le secteur médico-social. Donc, on a depuis plusieurs mois maintenant entre les mains un rapport El Khomri qui est sorti l'année dernière et qui dresse toutes les faiblesses de ce secteur en termes d'emploi et qui, évidemment, dresse des solutions. Ce rapport, malheureusement, n'a pas été suivi des faits. Vient se percuter le Ségur de la santé, qui lui-même est beaucoup sur les parcours des soignants, mais plutôt versus sanitaire, et je dirais même plutôt versus sanitaire soignant, public, je veux dire, public. C'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé, parce que globalement… Ah bah oui, mais ça va avoir des impacts super forts. C'est-à-dire que nous, par exemple, SINERPA, nous militons depuis maintenant 10 ans, 5 ans de façon virulente, pour créer, et on le voit auprès de nos opérateurs, entre auxiliaires de vie et aides-soignantes, un premier niveau
soignants, parasoignants, et entre aides-soignantes et infirmières, un niveau intermédiaire. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons sur le terrain, c'est que faire passer une auxiliaire de vie en aide-soignante, c'est compliqué, la marche est haute en termes de formation, et pareillement, d'aide-soignant à infirmière, la marche est haute. Donc, tous nos opérateurs nous disent, nous, on pourrait, mais alors faire de la formation, mais vraiment beaucoup plus rapide, si on avait de plus petites marches. Parce que tout le monde, un enfant de 5 ans, 6 ans, 10 ans, allez, comprend. Sauf que là, qu'est-ce qu'on nous fait? Non, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on nous fait? On nous fait le Ségur de la santé, où on parle des infirmières, des aides-soignantes, on les revalorise dans le secteur public, mais on ne crée pas les métiers de demain. On ne fait que donner 3 points de plus à droite, 3 points de plus, un coefficient A plus 2 comme coefficient B. On fait de la négo, de la petite négo, qui est une négo patronale que nous, on fait chaque année dans le secteur privé. L'État ne le fait qu'une fois tous les 10 ans. Alors quand il le fait, il faut faire tout de suite pompant. Mais pas du tout. Nous, on le fait chaque année. Et là, on est en train de rater le Ségur de la santé, mais comme jamais, parce qu'on refait de l'hospitalo-public-au-centrisme. On n'entend parler que du secteur public, tout comme en janvier, on n'entendait parler que du sanitaire public. Et sur les métiers, on ne travaille que sur le sanitaire public et on ne se rend pas compte qu'il y a un champ du privé, du médico-social qui est à travailler dans les métiers. Et on est encore en train de louper le truc. Surtout sur la cyberéconomie qui. Oui, surtout sur le grand âge. Effectivement, comme le disait Annie. Qui peut être créatrice d'embauche et d'emploi. On est en manque aujourd'hui. Il y a une pénurie. C'est 300 000 emplois pour voir dans le secteur du grand âge. Aujourd'hui, avec ce que vous disiez tout à l'heure, les 3,2, multiplié par 3,2, nombre de personnes de plus de 85 ans d'ici 2050. Donc c'est que le début en fait. C'est que le début, sauf qu'il faut créer les métiers de demain. Et le Ségur de la santé, là, ils ne sont pas dessus. Les métiers et les formations qui les accompagneront. Mais quelque part, alors, Florian, quand vous parliez tout à l'heure de soulager les soignants, c'est une solution complémentaire, j'imagine, à cette pénurie de compétences, ou est-ce que c'est... Complètement. Tout à l'heure, on parlait de valorisation des métiers du grand âge. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner les établissements en apportant premièrement notre expertise. Donc, notre expertise première, c'est tout ce qui est lié au bio-nettoyage, garantir un environnement sain pour les résidents. Mais on n'en a pas parlé, c'est également ce qu'on appelle l'hôtellerie de santé. Donc, c'est former nos équipes à des attitudes et comportements de façon à apporter une qualité hôtelière supplémentaire dans les établissements. Un résident dans un établissement, il passe 24 heures de temps. Mais déjà, la sémantique hôtelière, je la trouve extrêmement valorisante, et c'est peut-être aussi des choses comme ça qui manquent, c'est la sémantique valorisante. Oui, c'est tout à fait. Puis c'est également accompagner... Malheureusement, il ne manque pas que ça. Oui, c'est tellement plus facile. Pas que la surface. C'est également accompagner les équipes avec de la formation, sur l'appréhension au vieillissement, sur l'appréhension aux troubles de comportement. Se retrouver face à face avec une personne qui a Alzheimer, tout le monde ne sait pas comment réagir. Donc c'est vraiment accompagner les équipes pour valoriser les établissements et apporter une qualité de service supérieure. Excellent. Alors, comme dans tous les débats qui marchent bien, j'ai pas le temps de faire tout ce que j'avais prévu, parce que la régie me fait signe qu'il va falloir couper. Le numérique, c'est strict. Avant de couper, Florian, vous vouliez faire des remerciements? J'avais compris. Oui, ça se fait, je crois. Ça se fait. Mais je vous laisse ce soir. Bon, premièrement, je voulais remercier je voulais remercier les participants qui sont avec nous. Parce que, on ne vous voit pas, mais merci d'avoir assisté à ce débat, qui est une première pour nous. Je voudrais remercier Florence de ta contribution qui est très chère. Oui. Première sortie publique. Tout à fait. Merci d'être venu ici sur le plateau. Je voulais remercier également Annie pour tous ces commentaires, l'apport de l'expertise et de la connaissance du secteur. Et également François, un grand merci pour cet apport. J'espère que le sujet aura intéressé tout le monde. Et encore une fois, on est à votre écoute, de tous les établissements, pour construire avec vous, comme le disait tout à l'heure Daniel, l'offre de demain au travers du club qu'on est en train de mettre en place et de répondre aux nouvelles attentes, sachant que vous évoluez dans un secteur très contraint. La crise a rajouté de nouvelles contraintes et qu'on est là pour vous accompagner pour pouvoir y aller. Collaboratif, co-construction. En parlant de l'avenir, Daniel, la suite, c'est quoi des Silver Talks? Alors, évidemment, il va y avoir une suite, puisque
ce premier épisode a séduit beaucoup de public, donc nous allons donner une suite. Déjà, pour revenir sur le club Proximity, le club qu'on a lancé, j'invite tous les auditeurs et toutes les personnes intéressées à nous rejoindre dans la co-construction et dans la participation au développement de ce club, à nous rejoindre. Et vous avez une adresse mail qui s'affiche sur l'écran pour nous rejoindre. Donc, vous soyez partenaire, client ou autre, toute personne est vraiment très bienvenue au sein de ce club collaboratif. Et donc, pour conclure, je dirais que la meilleure solution, c'est de vous donner le prochain rendez-vous. Le prochain webinaire aura lieu le 17 septembre 2020. Vous aurez évidemment le sujet en amont de cette date pour pouvoir évidemment vous inscrire. Voilà, nous espérions vous voir encore plus nombreux que lors de ce premier épisode, lors de notre second rendez-vous, donc je répète, le 17 septembre 2020. Eh bien voilà, j'ai plus qu'à clôturer. Merci à vous. Je crois que nous sommes en retard de 27 secondes, ce que je considérerais acceptable. Merci à tous les intervenants. Merci à la régie, on les oublie souvent, il en est hors de question. Il y a tous les contributeurs, et ils sont nombreux, du beau contenu que nous avons fabriqué ensemble aujourd'hui. Merci Julien. Merci.